Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommages et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroum, en direct du 102.3 FM. Bon matin, chères auditrices, chers auditeurs. Plaisir de vous retrouver ce mercredi 24 mars 2021. Au programme, l'état de la persévérance scolaire à Montréal, l'actualité politique vue par le Bloc québécois, la communauté LGBTQ et le contexte de la pandémie et le profil d'une femme engagée. À l'aube du sommet du gouvernement sur la persévérance et la réussite scolaire, la région de Montréal se distingue de l'ensemble de la province. Elle présente plusieurs particularités. Pour en parler, je reçois Madame Andrée Maillère-Perriard, directrice générale du réseau Réussite Montréal. Madame Maillère-Perriard, bonjour. Oui, bonjour M. Baron. Ça va bien aujourd'hui? Très bien, merci. Et vous? Oui, ça va super bien, merci. Alors, comme je l'ai dit, c'est à l'aube du sommet du gouvernement sur la persévérance et la réussite scolaire. Quelles sont les particularités qui distinguent la région de Montréal au reste du Québec? Bien, comme dans bien des situations, cette crise-là exacerbe des particularités qui étaient déjà présentes avant la pandémie, mais c'est certain que les jeunes Montréalais ont connu au printemps un confinement bien plus sévère que plusieurs autres régions du Québec. Là, on se rappelle que la grande région de Montréal, les jeunes ne sont jamais retournés à l'école à la fin de l'année scolaire prochaine. Ils ont basculé en alternance un jour sur deux, beaucoup plus rapidement et très rapidement aussi. Les activités parascolaires, il y avait des contraintes très importantes. Donc, ils ont eu un vécu scolaire, je dirais, qui est différent de plusieurs autres jeunes du Québec là, à cet égard-là. Aussi, ils vivent dans un contexte où ça fait plusieurs mois qu'ils entendent constamment qu'ils vivent au cœur de la pandémie, dans l'œil du cyclone, dans la région où il y a le plus de cas. Donc, ça génère certainement aussi de l'inquiétude, le tant chez les intervenants, les enseignants, que chez les élèves. Donc, ils sont aussi on sent une fatigue puis une inquiétude chez nos jeunes de la région de Montréal. Mais comme vous l'avez dit, la situation était quand même critique avant même la pandémie. Les jeunes Montréalais décrochent davantage que ceux de l'ensemble de la province. Qui sont les facteurs? Ben, en fait, c'est dans certains quartiers de Montréal. Là, il y a plusieurs facteurs. C'est certain que on observe plus de décrochage scolaire dans les quartiers défavorisés que dans les quartiers où il y a moins de défavorisation. On a là des quartiers avec une présence de la pauvreté assez importante à Montréal. Les retards scolaires aussi, les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage se retrouvent parfois aussi là, sont plus nombreux à décrocher que ceux qui n'ont pas de difficultés d'apprentissage. Donc, mais c'est certain que la présence de la défavorisation à Montréal a clairement un impact là, sur la persévérance scolaire de nos jeunes. Vous avez parlé de certains quartiers de Montréal. Alors, est-ce qu'il faut faire des plans par quartier ou bien une vision globale? En fait, il faut les deux. On ne peut pas faire l'économie ni de l'un ni de l'autre, mais les planifications par quartier sont déjà bien actives. Hein. Ça fait très longtemps à Montréal qu'il y a des tables de quartier, puis ces tables de quartier-là ont presque toutes des priorités autour de la persévérance et de la réussite scolaire des jeunes. Donc, il y a des mobilisations locales importantes. Puis au niveau local, on peut réduire même aussi à l'échelle de l'école. Donc, les écoles ont des plans de réussite aussi avec lesquels ils travaillent avec leur communauté. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'analyse pour dire, nos élèves, quels sont nos défis et qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour s'assurer là, qu'ils réussissent. Puis au niveau global, pour mettre en place toutes ces actions-là, il faut des leviers, il faut des mesures qui facilitent, il faut du financement. Puis ça c'est le rôle aussi des partenaires régionaux de se concerter à cet égard-là, puis du gouvernement là, de nous soutenir dans toute cette démarche-là. Donc,
il faut des plans à chaque étage. L'école, le quartier, la région, le Québec. Oui. Vous avez parlé des tables de concertation et des plans. Est-ce que ces tables-là incluent plusieurs partenaires, dont les parents aussi, et aussi, est-ce que le changement récemment de la structure du milieu de l'éducation a affecté ces tables-là, le travail de ces tables? En fait, ces tables-là, en fait, je suis pas la mieux placée pour vous parler là, de la composition de toutes ces tables-là, mais les fréquentant, je les connais quand même un peu, mais je vous dirais que chaque quartier a établi la composition de sa table. C'est toujours des tables intersectorielles avec des gens tant du secteur de la santé, de l'éducation, des organismes communautaires, et les écoles sont présentes. Puis dans plusieurs quartiers, il y a des citoyens. Donc, je dirais pas que c'est une approche parent, c'est vraiment une approche citoyen. Maintenant, au niveau des écoles, chaque école a une structure de participation parentale. Donc, les parents peuvent participer, sont invités à participer à la vie puis aux décisions de l'école. Et chaque école, avec le changement de structure, donc on est passé dans des centres de services scolaires, mais un effet, je dirais, de tous ces ajustements-là, c'est que les directeurs d'école ont davantage de pouvoir et d'imputabilité, parce que l'idée, c'était de ramener le plus près possible du jeune, la personne qui prend la décision puis qui décide des solutions. Donc, les directeurs d'école sont des acteurs importants à prendre en compte là, dans les planifications puis dans la mise en œuvre de toutes ces actions-là. Vous avez parlé des quartiers vulnérables, et honnêtement, je me demande si les interlocuteurs ils sont conscients des facteurs de vulnérabilité. Je prends par exemple le quartier Montréal-Nord. La dernière fois, pour lutter contre le décrochage scolaire, on a remis des ordinateurs. Je me demande, est-ce que vraiment la solution elle est au niveau matériel, technique, de technologie, ou bien d'autres qui incluent lutte contre la pauvreté, qui incluent la lutte contre l'exclusion? Oui. Écoutez, il faut tout faire. C'est certain que si on veut amener un changement pérenne dans les 5, 10 prochaines années, parce que le décrochage scolaire, c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain. Ça peut s'inscrire très tôt quand même, comme les vulnérabilités peuvent venir fragiliser les chances de réussite d'un enfant très rapidement dans son parcours. Puis c'est ça qu'on veut déjouer. Donc oui, avoir des pratiques vraiment inclusives, faire attention à ce que chaque jeune sente qu'il a des chances égales que son voisin de réussir, et que tout ça se passe dans la plus grande équité. C'est essentiel. Le climat scolaire, la qualité aussi, il ne faut pas oublier là, qu'un des facteurs les plus déterminants, c'est aussi la relation maître-élève, donc l'enseignement explicite, l'enseignement, les techniques d'enseignement, c'est majeur pour la réussite de tous ces enfants-là. Et la lutte à la pauvreté, vous avez complètement raison, mais je pense que dans le contexte de cette pandémie-là, on ne pouvait faire fi des besoins technologiques des jeunes, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une fracture numérique majeure et on ne pouvait pas, étant donné le mode d'alternance en présentiel et en ligne, ces jeunes-là avaient aussi besoin d'un ordinateur et d'un branchement Internet pour pouvoir suivre leur année scolaire. Donc, c'est-à-dire que l'un n'empêche pas l'autre. Oui. C'est bien entendu que donner un ordinateur, c'est un geste qui est beaucoup plus simple. Hein? Puis donc, on réussit à l'opérer puis à le mettre en œuvre beaucoup plus rapidement. Les deux autres questions que vous avez soulevées demandent un travail de fond beaucoup plus important, mais ce travail-là est amorcé depuis plusieurs années puis il va se poursuivre. Est-ce que la pandémie, il risque d'aggraver la situation? C'est ce qui nous... C'est au niveau du décrochage scolaire. Oui. On est tous inquiets de ça. Pour le moment, quand on regarde, par exemple, les taux de décrochage ou les taux d'échec, est-ce que les jeunes ont poursuivi au collégial? On n'a pas... les indicateurs se comparent à des années régulières, voire des fois sont même meilleurs. Maintenant, on sait que la route est difficile, puis on sait qu'il va falloir être vigilant
pour les 5 prochaines années. C'est-à-dire que, étant donné que on ne sait pas comment ce qui s'est passé au cours de la dernière année va affecter le parcours de ces jeunes-là, mais on peut, de ce qu'on sait, de comment opèrent les facteurs qui influencent la poursuite ou l'arrêt des études, on sait que cet effet-là peut se voir peut-être juste dans 2, 3, 4 ans. Oui. Donc, il faut regarder, il faut se préoccuper actuellement, il faut comme tisser le filet serré autour de nos jeunes pour essayer d'en échapper le moins possible, mais il faut être vigilant, mais pas juste en ce moment. Là, pour les prochaines années, il va falloir porter un regard bienveillant. Le gouvernement organise la fin du mois un sommet sur la réussite scolaire. Quelles sont vos attentes? Une de mes premières attentes dans ce sommet-là, il a été annoncé qu'on regarderait l'été et l'an prochain. Pour faire suite et en toute cohérence avec ce que je viens de vous mentionner, c'est qu'on regarde pour les 5 prochaines années, c'est-à-dire que tout ne se jouera pas que l'année prochaine. C'est important de s'en soucier, mais il faut regarder un peu plus loin. C'est une de mes premières attentes. Une autre de mes attentes, c'est que le ministre soit en mesure, soit sur le banc ou très rapidement, de prendre des décisions puis d'annoncer là des soutiens, puisque si on veut vraiment intervenir cet été, bien le 31 mars puis le 1er avril, bien c'est comme la veille de l'été. On a juste à penser au camp pédagogique ou aux mesures là, qui pourraient là, augmenter la pratique de la lecture cet été dans différents camps, puis tout ça pourrait aider. Puis si on porte une attention particulière là, à nos quartiers les plus défavorisés, bien on sait que si ces jeunes-là ont l'occasion de lire, bien ça va diminuer les écarts qui se creusent entre les jeunes pendant l'été. Mais ça, si on peut être en mesure de faire ça, bien il faut se le dire très rapidement, mais nous, on est déjà en action avec plusieurs partenaires, mais on pourrait comme augmenter la portée de toutes ces actions-là, mais il va falloir se le dire très rapidement parce que l'été, c'est demain. Oui. André Maillard-Perriard, directrice générale du Réseau Réussite Montréal, merci, au plaisir. Au plaisir, au revoir. De retour à l'émission, à l'aube des élections anticipées au niveau fédéral, on fait le tour de l'actualité politique cette semaine avec Christine Normandin, députée de Saint-Jean à la Chambre des communes, leader adjointe et porte-parole du Bloc québécois en matière d'immigration. Madame Normandin, bonjour. Bonjour, Monsieur Baron, ça va bien? Oui, ça va de vous? Oui, il faut. Exactement. Alors, ma première question, peut-être, on vit en fait dans un contexte de pandémie, et puis ma question est comment le Bloc québécois assure de prioriser ces dossiers qu'ils font et de prendre la place au niveau médiatique, tout dans un contexte où le gouvernement actuel prenne plus de place et le sujet de la pandémie, il s'impose. Mm-hmm. En fait, vous avez parfaitement raison sur le fait que le gouvernement a tendance à prendre plus de place en contexte de crise. On l'a vu aussi pendant que le Parlement a été prorogé cet été. Ce qu'on avait comme source d'information au niveau de la politique fédérale, c'était la conférence journalière de M. Trudeau sur le pas de sa porte. Donc, c'est sûr que ça mangeait beaucoup d'espace dans l'actualité. À ce moment-là, c'est plus difficile, en effet, de faire passer nos idées, d'avoir de la visibilité médiatique. Mais je vous dirais que dans tous les cas, il n'y a pas vraiment de recette magique pour obtenir de la visibilité, parce que s'il y en avait une, tous les partis l'utiliseraient, puis à ce moment-là, probablement que ça s'annulerait. Il n'y a personne qui, comme on dit dans le jargon politique, qui gagnerait la journée ou qui gagnerait la semaine. On aurait tous la même visibilité médiatique. Mais je vous dirais qu'à travers ça, il y a quand même des petits trucs qu'on a. Entre autres, on s'enligne quand même sur l'actualité, sur ce que les médias nous rapportent pour choisir de quelle façon on va pousser quelle idée. Par exemple, si une journée X, Y, Z dans les médias, il y a un enjeu qui est soulevé, mais ça risque peut-être plus de faire l'objet de questions en chambre. Mm-hmm. Pour d'autres sujets, si c'est par exemple un dossier plus de fond, on risque d'y aller un peu plus par voie de communiqué, par voie de conférence de presse, avec les questions-réponses des journalistes. Dans certains cas, on va aussi organiser carrément des actions web, des actions sur Facebook, sur Twitter qui vont être
faite par l'ensemble des députés. Donc, il y a différentes façons de faire pour s'assurer de passer le message, mais je vous dirais, comme vous le mentionnez, la pandémie prend beaucoup de place, mais en même temps, il y a plusieurs des enjeux qu'on porte qui sont liés à la pandémie, donc qui s'inscrivent bien dans ce fil d'actualité-là. Donc, et je vous dirais que depuis quelques semaines, on le sent, ça fonctionne. Le Bloc réussit à percer un peu plus dans les médias. On avait eu une bonne visibilité quand même, malgré tout, avant la pandémie. On le voyait, on gagnait quand même souvent la journée, comme on dit. Et après ça, il y a eu un petit creux de vague, puis même par exemple, dans les articles de journaux où on donnait la position de tous les partis, souvent le Bloc était nommé à la fin, même si on est troisième en chambre au niveau de la représentativité. Donc, on arrivait derrière le NPD, mais ça a été, on devrait recadrer un petit peu là depuis quelques semaines. On a notre place dans l'actualité, on réussit à percer, mais c'est sûr qu'on reste quand même assez tributaire de ce que les médias veulent bien montrer. En tant que porte-parole du Bloc québécois en matière d'immigration, réfugiés et citoyenneté, j'ai reçu, quand on vous a montré que vous allez être notre invité, j'ai reçu pas mal de questions, surtout en lien avec deux sujets. Le premier, c'est la situation des détenteurs de confirmation de résidents permanents. Pourquoi ils ne peuvent pas entrer en pays comme résidents permanents tout en respectant les mesures nécessaires? Oh mon Dieu, si j'avais la réponse pour vous, ce serait merveilleux parce que cette question-là, je l'ai posée. Je l'ai posée à plusieurs reprises au ministre. Et moi et ma collègue Christina Michaud, la députée d'Avignon, la métisse Matapédia, qui est responsable de la sécurité publique, elle a questionné aussi le ministre. On a envoyé une première lettre au ministre Blair en septembre. J'en ai fait parvenir une le 12 mars dernier au ministre Mendicino et j'ai toujours pas de réponse et je ne comprends pas pourquoi on n'exempte pas des restrictions de voyage ceux qui détiennent présentement une confirmation de résidence permanente. On a exempté les étudiants internationaux. Est-ce que les étudiants internationaux posent moins de risques au niveau sanitaire que les détenteurs de confirmation de résidence permanente? Ça me semble un peu bizarre comme argument. Donc, la restriction, ne me semble pas justifiée par une mesure sanitaire. Même chose pour les gens qui arrivent, qui ont une confirmation de résidence permanente et qui arrivent des États-Unis. Ils ne sont pas visés par les restrictions. Présentement, ils peuvent arriver s'ils détiennent leur confirmation de résidence permanente, mais pourtant, on le sait, la situation aux États-Unis n'est pas nécessairement plus reluisante qu'ici. Même quand la mesure a été mise en place, elle ne l'était pas du tout. Donc, ça ne me semble pas être mu par une question de respect des mesures sanitaires, d'autant plus qu'on l'a vu, il y a beaucoup de gens qui m'en parlent aussi, je le vois sur les médias sociaux, sur Twitter, entre autres, ces groupes-là sont très actifs, et tout le monde dit, mais on est prêt à faire la quarantaine comme il se doit, à respecter l'ensemble des mesures. Il faut pas perdre de vue que ces gens-là, c'est pas des gens qui voyagent, c'est pas un voyage non essentiel, surtout que les voyages non essentiels sont même pas interdits par le gouvernement. C'est des gens qui veulent venir s'installer à long terme et surtout contribuer à la relance économique du Québec et du Canada qui en aura bien besoin au sortir de la crise et même c'est des gens dans certains cas qui peuvent aider carrément à la gestion de la crise. J'entends parler de cas, on me parlait récemment d'infirmiers tunisiens qui ne peuvent toujours pas venir même s'ils sont détenteurs de leur confirmation de résidence permanente et il me semble que c'est absolument aberrant. Et ce que ça me fait craindre, c'est que pour la suite, on risque d'avoir un rattrapage à faire. Si on n'a pas accueilli ces gens-là pendant toute une année, est-ce qu'on va être capable de les accueillir en double l'année suivante? J'ai bien peur que la machine d'IRCC ne soit pas capable de suivre. Il y aura probablement beaucoup de documents qui seront échus, qu'on va devoir refaire. Il me semble qu'on se donne du trouble finalement pour quelque chose qui pourrait être réglé assez simplement. Et je suis particulièrement déçue de ne toujours pas avoir de réponse du ministre Mendicino à cet effet-là. Effectivement, et puis ce qu'il faut prendre en considération, c'est l'aspect socio-économique de ces familles. Le deuxième enjeu, c'est question en lien avec le cas de M. Badawi. Le Bloc québécois avait demandé au gouvernement d'accorder à Raif Badawi la citoyenneté et la protection du Canada. Est-ce qu'il y a du développement depuis? On n'arrête pas d'essayer d'avoir des développements depuis. En fait, la motion unanime que le Bloc a réussi à faire passer en Chambre, c'était le 27 janvier, après que moi-même, j'ai essayé à 2 autres reprises. Là. C'est pas un dossier qui est nouveau pour nous, on le pousse depuis longtemps. Donc, le 27 janvier, la Chambre, de façon unanime,
a accepté d'octroyer à Raïf Badawi la citoyenneté afin de l'aider dans, entre autres, l'accompagnement consulaire auquel il pourrait avoir droit à titre de nouveaux citoyens canadiens. Et on a de la difficulté à obtenir des réponses depuis. J'ai mon collègue Alexis Brunel-Dufay, qui est le porte-parole en matière de droits de la personne, droits internationaux, qui a posé des questions en Chambre le 1er février. Pas de réponse du côté du ministre Mendicino, encore une fois. Et on a remis ça cette semaine, hier et avant-hier. Il a encore posé des questions et on n'arrive pas à avoir de réponse claire. On rappelle au ministre qu'il y a la volonté de la Chambre, et c'est pas juste la volonté de la Chambre, c'est la volonté aussi des gens de son parti, mais donc de lui-même. Là, je comprends que les motions en Chambre ne sont pas coercitives. Reste qu'il s'est indirectement engagé à le faire puisque la motion est passée de façon unanime et on ne voit pas de justification à ce que ce ne soit toujours pas fait. Puis moi-même, en comité, lorsque j'ai le ministre devant moi, je pose la question, je relance et je demande au ministre pourquoi est-ce qu'il ne respecte pas la volonté que la Chambre a clairement émise sur ce dossier-là. Et c'est un peu c'est un peu à l'exemple d'à peu près tous les dossiers qu'on a malheureusement en immigration. C'est silence radio. À chaque fois où c'est des réponses très alambiquées, mais qui n'ont pas de contenu. On nous parle de la collaboration avec le ministère des Affaires internationales, mais on ne nous donne pas de réponse sur la citoyenneté, ce qui est très, très simple, ce qui ressort directement du pouvoir discrétionnaire du ministre. Il n'y a rien qui l'empêche de le faire, mais on est toujours en attente d'une réponse, donc on va continuer à talonner. Brièvement, une question en lien avec toujours ce sujet. Madame Ensaf Haïdar, la conjointe de M. Badawi, veut faire un saut en politique avec le bloc. Pensez-vous que c'est une décision utile pour la libération de son conjoint? Veut le blocage, en fait Mais je ne crois pas que ça puisse nuire nécessairement. Elle va pouvoir venir parler elle-même pour M. Badawi en Chambre, quoi qu'on comme je vous dis, on le fait déjà beaucoup. Je pense pas que ça peut nuire. Est-ce que ça va aider? Comme je vous dis, je pense que ça peut aider au niveau de l'actualité, mettre davantage de pression sur le ministre. J'ose espérer par contre que d'ici à ce que Mme Haïdar soit premièrement investie pour le Bloc québécois s'il y a une investiture contestée, oui, et deuxièmement élue. J'ose espérer qu'on aura eu un déblocage de ce dossier-là avant, et à ce moment-là, Mme Haïdar pourra être une belle contribution au Bloc québécois pour un ensemble de dossiers. Je pense que c'est une candidature rafraîchissante aussi. J'ose espérer que ça va aider, mais j'ose encore plus espérer qu'on ait réglé ce dossier-là avant qu'elle fasse le saut officiellement à la Chambre des communes. Les médias, ils ont rapporté le rapprochement du Bloc à la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick pour être porte-parole des Acadiens à Ottawa. S'agit-il d'un virage de la raison d'être du Bloc? Je pense pas qu'on peut parler de virage de la raison d'être du Bloc. C'est un fait historique pour le Bloc québécois qu'on soit porteur du dossier de la langue française, qu'on défende le fait francophone, que ce soit au Québec, dans le reste du Canada ou à l'international, parce qu'on le dit souvent, quand on défend une minorité linguistique, c'est aussi nous-mêmes qu'on défend. Quand on défend les droits d'une nation, c'est aussi les droits de notre nation qu'on défend. Et je pense que c'était naturel d'être sympathique à la cause des Acadiens, qui eux aussi sont minoritaires comme locuteurs du français dans une mer d'anglophones et qui ont de la difficulté à faire respecter leurs droits. Donc cet aspect-là est naturel et François l'a bien mentionné, on n'a absolument aucune intention, aucune velléité de présenter des candidats du Bloc québécois à l'extérieur du Québec. Là, pourtant, on se l'est souvent fait demander. Là, Gilles Duceppe, à l'époque, nous disait, même dans les prairies, il y a des gens qui nous disent, on aime le programme du Bloc, envoyez-nous des candidats. On va toujours porter les intérêts du Québec, mais il arrive à l'occasion que ces intérêts-là se recroisent avec ceux d'autres groupes, notamment les Acadiens. Dans ce contexte-là, c'est pour ça qu'on devient relativement facilement des porteurs de flambeaux, d'autant que c'est eux-mêmes, c'est la société des Acadiens qui mentionnaient que ils n'ont pas d'autre porte-parole à Ottawa parce que ça fait chou blanc à chaque fois qu'ils essaient d'obtenir de l'aide des libéraux, puis c'est encore pire du côté des conservateurs. Donc à ce moment-là, on devient leur porteur de drapeau avec grand plaisir dans un esprit d'amitié aussi avec eux et de soutien à une cause commune finalement qu'on a. À l'aube d'une élection anticipée, est-ce que le Bloc est prêt et qui sont les dossiers qu'il va défendre à nouveau pour garantir ses chaises?
on n'a jamais le choix que d'être prêt dans un contexte de gouvernement minoritaire. Donc oui, on est prêt. Les préparatifs advenant une campagne électorale au printemps sont en cours de route. Est-ce que ce sera au printemps? Est-ce que ce sera à l'automne? Est-ce que ce sera pas du tout? On ne sait pas. On n'a pas de boule de cristal, mais on n'a pas le choix que de se tenir prêt. Et oui, les dossiers sont en préparation aussi. C'est sûr que je vais pas vous donner de scoop. Là. Je vais pas couler d'informations par rapport à ce qu'on présentera pendant la campagne, mais déjà, on peut avoir une bonne idée de ce à quoi ça va ressembler parce qu'on sait qu'il y a un budget qui s'en vient et là, la date du 19 avril semble la plus probable. Le gouvernement fédéral va présenter un budget et nous, on a déjà présenté un document qui exprime nos attentes par rapport au budget et ce document-là est aussi, d'une certaine façon, un plan de relance post-COVID. Et ça, je vous cacherai rien, ça se transforme assez facilement en plateforme électorale, ce document-là. Donc, c'est sûr que nos demandes vont être axées sur la relance. Il y a des choses que vous connaissez déjà, par exemple le dossier des aînés, ramener à 15 du salaire industriel moyen la sécurité de la vieillesse là, pour que ça atteigne une augmentation de 110 $ par mois, augmenter les transferts en santé à la hauteur de 35 alors que le gouvernement fédéral s'est désinvesti année après année. Il payait 50 de la note au début, mais maintenant il est à 22 on demande qu'il y ait un réinvestissement graduel en logement aussi, parce qu'encore une fois, c'est un endroit où le fédéral se désinvestit. Vous êtes probablement au courant de notre demande et même de notre projet de loi qui va être déposé pour obtenir 50 semaines d'assurance emploi maladie dans des contextes de maladies graves comme le cancer. On peut penser à l'utilisation plus large du REER pour acheter une maison. Tout ce qui touche le dossier des Premières Nations aussi, ça va être au cœur de notre programme. Là, intégrer la Déclaration des Nations Unies pour les peuples autochtones, s'assurer qu'ils aient de l'eau potable, qu'il y ait un plan pour le logement, l'agriculture. Ça me touche beaucoup dans ma circonscription qui est très agricole, mais qui concerne aussi les travailleurs migrants. Donc, c'est sûr qu'on aura beaucoup de dossiers à porter au niveau de la main-d'œuvre étrangère, de la flexibilité et de la protection aussi de ces travailleurs-là. Tout ce qui touche l'économie verte. On ne passe pas à côté, avoir des réinvestissements en recherche, rénovation verte, se débarrasser de Trans Mountain. Donc, ça vous donne un peu un aperçu. Oui. On a ce document-là, ce plan de relance-là qui existe sur le site du Bloc québécois, qui est probablement une très, très bonne base, je vous dirais, pour ce qui va ressembler à notre plateforme, sans vous donner les scoops dans le détail très, très fin de la chose. Ben, j'espère vous recevoir lors du déclenchement des élections. Christine Normandin, députée de Saint-Jean à la Chambre de communes, leader adjointe, porte-parole du Bloc québécois en matière d'immigration. Merci et au plaisir. Ce sera un plaisir de vous voir. Au plaisir. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroum, en direct du 102.3 FM. De retour à l'émission, selon les observateurs, les membres de la communauté LGBT vivent plus d'impact psychologique négatif lié à la pandémie que le reste de la population. Mais certains d'entre eux sont plus résilients. C'est ce qu'on va découvrir avec notre invité, Patrick Desmarais, président de la Fondation Émergence. Monsieur Desmarais, bonjour. Bonjour, monsieur Mohamed. Merci de l'invitation, c'est très gentil. Ça fait plaisir. Peut-être ma première question en lien avec cette présentation, comment la pandémie affecte la communauté LGBT plus que le reste de la population? Oui. En fait, tous les groupes qui sont déjà vulnérables sont plus affectés que le reste de la population. Puis, dans ces groupes vulnérables, il y a la communauté LGBTQ+, dont certains de ses membres sont plus affectés, effectivement. On peut penser, par rapport à l'isolement social, on parle que parfois il y a des gens qui sont 2 fois plus susceptibles de vivre seuls que les personnes hétérosexuelles et qui sont peut-être en ce moment avec des risques d'anxiété, de dépression, de comportements suicidaires et automutilation et malheureusement parfois toxicomanie. En somme, je pense que la communauté LGBTQ+, est plus vulnérable à des problèmes de santé mentale que peut-être les personnes hétérosexuelles et cisgenres durant la crise actuelle. Mm-hmm. Il y a l'aspect aussi l'isolement accru des aînés. L'ensemble des aînés au Québec est beaucoup plus isolé présentement qu'avant la pandémie.
mais parmi la communauté LGBTQ+, il y a des aînés qui déjà avaient peu de contact avec leur famille génétique, on va dire, là, mais il y avait une famille, peut-être une famille choisie, des amis, mais ils peuvent pas voir leurs amis, ils sont pas tous connectés à l'Internet, ou s'ils le sont, ils l'ont appris très récemment. Donc, il y a beaucoup d'enjeux pour les aînés. Les jeunes aussi, qui étaient peut-être dans les grands centres pour les études, puis qu'avec le confinement, sont retournés vivre dans leur famille pour des raisons économiques, bien sûr, mais c'est des jeunes qui peut-être sont en situation où ils peuvent craindre pour leur sécurité parce que leur coming out, leur sortie du placard, oui. Comme certains disent, c'est peut-être pas de la bonne façon ou de la meilleure façon auprès de leur famille. Mm-hmm. Dans le monde, il y a aussi un enjeu au niveau des gouvernements. Il y a en ce moment certains gouvernements qui utilisent cette pandémie pour mettre de côté les droits humains, dont les droits humains des personnes LGBT. Et il y a des abus au niveau des contrôles policiers, etc. Et bien sûr, pour la communauté, c'est surtout les annulations des marches de fierté. On faut se rappeler qu'en 2019, par exemple, à Montréal, sur la rue René Lévesque, il y avait presque 1 demi-million de personnes qui, alliés et personnes de la communauté, qui marchaient fièrement pour faire une place à la communauté dans la société. Oui. Vous avez parlé des aînés, vous avez parlé des jeunes. Est-ce qu'il y a des ressources pour ces groupes qui sont vulnérables? Est-ce que c'est assez? Oui, en fait, oui, il y a des ressources, effectivement, de chance. Et il y a des ressources qui se sont créées aussi par des organismes déjà existants pour s'adapter à cette réalité d'être à distance. Il y a des services d'écoute ou de clavardage exemple, il y a un organisme qui s'appelle Interligne, qui avant s'appelait Gay Écoute, qui fait de l'accompagnement pour les personnes, soit par clavardage, par texto, par téléphone, bien sûr, pour aider les jeunes à ventiler, les personnes aînées, les personnes seules, d'avoir un certain contact avec une autre personne, des fois peut changer, de parler de sa réalité, ça peut aider ces personnes-là à ventiler un petit peu là, qu'est-ce qu'il y en est. Par exemple, la Fondation, on a la Fondation Émergence, on a mis en place beaucoup d'ateliers virtuels où les gens peuvent se connecter, parler de leurs enjeux, leur stress. Et bon, il y a un aspect social de voir des personnes en visuel, mais tout en étant bien protégés, tous et chacun là, à la maison. Donc, et pour les personnes trans, c'est la même chose. Il y a des organismes qui d'aide pour les personnes trans, mais ils ont eux aussi adapté leur offre de service pour les rejoindre. En parlant de la Fondation, vous êtes président de la Fondation Émergence qui lutte contre l'homophobie et la transphobie. Pouvez-vous nous présenter la mission de la Fondation et comment il soutient les membres de la communauté, notamment les plus vulnérables? La mission de la Fondation souligne ses 20 ans en ce moment et sa mission, c'est depuis le début, éduquer, informer et sensibiliser la population générale, le grand public, la société aux réalités LGBTQ+. Et pour ce faire, on a mis en place des programmes. Il y a le programme Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que la Fondation avait initié en 2003 pour souligner le 17 mai, journée où l'Organisation de santé mondiale avait enlevé l'homosexualité comme une maladie mentale. Donc ça, c'est un de nos programmes qui se vit autant au Canada, au Québec, mais à l'international parce qu'on fait des campagnes en 20 langues. On a un autre programme qui, pour que vieillir soit gay. Donc, celui-ci a plus de 11 ans. C'est sensibiliser non seulement les résidences, personnes âgées,
mais aussi toutes les organisations qui font des choses avec des aînés. S'assurer qu'il y a une sensibilisation non seulement des usagers, des gens qui sont comme les clients ou les membres d'une organisation, mais aussi les employés, les gestionnaires de l'organisme. On a un autre programme qui s'appelle ProAllié, qui, lui, vise vraiment le milieu du travail. Donc, on parle beaucoup de l'inclusion, pas seulement juste pour la communauté LGBTQ+, mais c'est important que les entreprises aient des outils pour faire en sorte que leurs employés aient une ouverture par rapport à leur clientèle, premièrement, mais aussi par rapport entre employés. Mm-hmm. Donc, c'est un programme qui met de l'avant certaines réalités pour que tous et chacun puissent mieux vivre ensemble, finalement. Et on a un autre programme qui est Famille choisie, qui est de l'accompagnement pour les proches aidants. Il y a beaucoup de gens dans la société au Québec qui sont proches aidants. Parfois, ils se reconnaissent même pas qu'ils sont proches aidants, mais il y a beaucoup d'épuisement de prendre, de supporter, d'aider une personne en perte d'autonomie. Et on le voit dans les familles, il y a toujours quelqu'un qui s'occupe d'une personne qui a un petit enjeu de santé, mais à un moment donné, le petit enjeu devient beaucoup plus lourd en termes de temps, en termes d'énergie. Donc, on offre des ressources, les façons de mieux gérer cette situation-là, être capable de finalement ne pas tomber malade à vouloir aider d'autres personnes. Exactement. Le 25 mars, c'est la clôture de l'Encamp bénéfice d'œuvres d'art. Pouvez-vous nous parler de cette activité organisée par votre fondation? Merci beaucoup. Ben oui, c'est déjà demain la clôture de l'Encamp bénéfice qui est organisée par la Fondation. On a un comité d'honneur magnifique, co-présidé par Mme Danielle Henkel, que bien des gens connaissent par son parcours d'immigrante qui a fait des succès au niveau entrepreneur, et de Mme Suzanne Bergeron, présidente de Sodexo Canada, qui est une entreprise avec des milliers d'employés autant au Canada et à l'étranger. Sur ce comité d'honneur-là, on a aussi, par exemple, d'autres personnes, dont le président du Conseil du patronat du Québec. Donc, il y a d'autres personnes, là, mais toutes ces personnes-là ont accepté de nous aider à faire un encamp d'œuvres d'art qui, en ce moment, a lieu, mais qui se clôturera demain en ligne. Il y a des très belles œuvres. C'est sûr que parfois, certaines d'entre elles ont déjà monté à des prix quand même assez élevés, puis tant mieux. Mais c'est aussi une occasion pour la Fondation de recueillir des dons, parce qu'on, comme toute organisation, pour être en mesure de bien accomplir tous nos programmes, bien qu'on a des soutiens gouvernementaux, c'est très important pour nous d'avoir des fonds qui viennent d'activités privées. Oui, exactement. Patrick Desmarais, président de la Fondation Émergence, ce fut un plaisir de vous recevoir. Au plaisir. Un grand plaisir. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes. Je continue à vous présenter des profils remarquants de la scène publique. Cette semaine, le profil est celui d'une femme, le moins qu'on peut dire, engagée. Elle a travaillé pendant 7 ans au Y des femmes de Montréal pour aider des femmes immigrantes à l'insertion professionnelle avant de décider de retourner aux études universitaires. Notre invitée est aussi fondatrice, directrice générale de l'OBNL des Têtes Bien Faites. Elle est membre du conseil d'administration du Partage et Solidaire. Elle est co-initiatrice de la pétition pour une consultation publique contre le gaspillage alimentaire, récipiendaire en 2021 du prix d'hommage aux femmes d'origine maghrébine du Québec. J'ai le plaisir de recevoir Dalila Assefsaf, pédagogue, qui trace les chemins pour un monde meilleur. Madame Dalila, bonjour. Bonjour Monsieur Brown, merci de m'accueillir ce matin. Ça fait plaisir. Alors, vous êtes fondatrice et directrice générale de l'EBNL Les Têtes Bien Faites. Parlez-nous de votre organisme, le contexte de la fondation et de sa mission.
Oui, alors en fait, comme vous l'avez dit, moi au Québec, j'ai travaillé au Y des femmes de Montréal dans le contexte de la formation d'adultes. Mais avant ça, j'avais enseigné pendant longtemps à Alger, en Algérie. Donc en fait, arrivé au Québec, je me suis un peu, j'ai un peu changé de métier. Mais il se trouve que lorsque je suis retournée aux études après avoir quitté le Y des femmes de Montréal, j'ai découvert un philosophe qui s'appelle Frédéric Lenoir sur les bancs d'école, donc de l'UQAM. Et en fait, moi j'écoutais ses conférences à la maison, vous savez, parce qu'il fallait travailler, étudier, etc. Puis j'avais ma fille de 4 ans à l'époque qui écoutait avec moi les conférences. Qu'on le veuille ou pas, on doit tout concilier en même temps. Et c'est ma fille un jour qui m'a dit « Maman, je comprends tout ce qu'il dit ». Alors c'était, ça n'avait rien à voir avec mon domaine, c'était en sciences des religions, parce qu'il est aussi historien des religions. Et elle me dit « Mais je comprends tout ce qu'il dit, est-ce qu'il n'a pas écrit un livre pour les enfants ?» Et vraiment, je ne crois pas au hasard. On a cherché sur son site et on est tombé sur un livre qui s'appelle Philosopher et méditer pour les enfants. On l'a commandé et je suis tombée dedans. Voilà. Je suis revenue à mes premiers amours, donc dans le domaine de l'enseignement, la pédagogie, tout ça, parce qu'en fait, à travers ces deux pratiques-là, j'ai découvert qu'on arrivait à allier une certaine pédagogie avec beaucoup de bienveillance, faire passer l'empathie à l'enfant, aux participants de l'atelier de philosophie, etc. Donc finalement, je me suis formée, je suis encore retournée aux études, mais en philosophie pour les enfants. Et en fait, on a la chance au Québec d'avoir à l'Université Laval en fait des programmes super intéressants dans la formation de la pratique de la philosophie avec le professeur Sasseville, monsieur Michel Sasseville. Donc, je me suis formée en méditation pour les enfants, en philosophie, et j'en ai fait ma vie depuis. Écoutez, la première année, j'ai offert les ateliers dans une école de manière bénévole parce qu'il fallait prouver réellement l'impact de ces ateliers-là chez les enfants. Et écoutez, au terme de cette année-là, l'engouement a été tel que j'ai plus jamais arrêté. Les parents étaient ravis, les enfants, les enseignants, les directions. Oui. Du coup, j'ai fondé les Têtes Bien Faites à ce moment-là, ayant eu justement beaucoup d'expérience dans le domaine du communautaire. C'est ça, j'ai axé plus mon travail pour un organisme à but non lucratif. Oui. Et écoutez, on offre depuis 3 ans maintenant des ateliers donc d'habileté sociale à travers la méditation de pleine conscience et la pratique de la philosophie, et on fait réellement de l'éducation citoyenne à la démocratie, donc de façon générale, et on le fait avec tout le monde, on le fait avec des enfants à partir de 4 ans, on le fait avec des adolescents, mais aussi avec les aînés. C'est sûr qu'en ce moment on les voit un peu moins, les aînés, mais nous avons hâte de les retrouver. Voilà. Vous avez trouvé votre bonheur avec les enfants. Quel est le défi de travailler avec des jeunes enfants sur des sujets aussi profonds comme l'intelligence émotionnelle, le dialogue, le racisme? Oui, très bonne question. Alors en fait, c'est certain que nous, on fait tous les sujets, on fait toutes les thématiques. Et la magie en fait de nos ateliers fait qu'il n'y a pas de sujet trop grave, on ne le ressent pas. D'abord parce qu'on utilise beaucoup la littératie, on utilise la littérature jeunesse, ce qui facilite énormément les messages. Vous savez, par exemple, là dernièrement, en effet, j'ai traité du sujet. On a eu le mois de l'histoire des Noirs et forcément, on a dû traiter ce sujet-là. Et dans nos classes, c'est très multiethnique, n'est-ce pas? C'est très coloré. Et le fait d'utiliser, vous savez, il y a une série de livres qui s'appelle De petite à grande. Et nous avions choisi, entre autres, Rosa Parks, donc l'histoire de Rosa Parks. C'est une histoire qui est illustrée. Les dessins sont doux, puis le message passe très bien. Et nous, lorsqu'on part d'une histoire, on la lit d'abord aux enfants. Parfois, on les fait lire aussi. Donc, on les fait participer. Du coup, ils prennent goût aussi à l'amour de la lecture et je peux vous assurer que ça fonctionne. Par la suite, en fait, on leur pose des questions. Que penses-tu de la réaction de Rosa Parks qui n'a pas voulu se lever dans le bus
Vous savez, donc, en fait, c'est un peu aussi un jeu de rôle. Ils participent. C'est réellement une pédagogie participative, ce qui rend aussi les choses plus faciles. Nous ne sommes pas dans une posture d'animateur qui donne un enseignement. On n'enseigne pas la philosophie. On fait philosopher. Donc, l'enfant est le philosophe. Donc, il a un certain contrôle et en fait, tout est possible. On va aller chercher son esprit critique. Le grand défi, par contre, donc, n'est pas dans le sérieux du thème, mais au niveau des habiletés qu'on travaille. Parce qu'en fait, les choses, il y a des choses très techniques que l'enfant, c'est sûr, il ne le ressent pas en tant que tel, mais nous, en tant qu'animateurs, nous devons veiller à ce que, vous savez, l'enfant doit lever la main pour prendre la parole. Alors, c'est des sujets qui les animent, hein. Donc, le fait d'attendre son tour, d'être patient, c'est un défi. Pour d'autres enfants, le défi, c'est de prendre la parole, parce qu'ils vont être trop gênés, etc. À ce moment-là, nous, on va aussi passer à des arts visuels. Donc l'enfant pourra, à la fin de l'atelier, s'exprimer en dessinant ou en écrivant. Et les résultats sont là. Écoutez, on arrive à aller rejoindre tous les enfants. C'est aussi très difficile d'apprendre à accepter un avis différent du sien. Et là, en fait, en vous expliquant ça, je suis en train d'expliquer un peu l'éducation citoyenne à la démocratie, hein, qu'on fait dans la mission, hein, des têtes bien faites, parce que c'est sûr que ça paraît abstrait. On dit, ok, on fait de la méditation, de la philosophie, on fait de l'éducation citoyenne à la démocratie, mais là, on met le doigt dessus. Vous savez, le fait d'accepter simplement une personne différente, quelle qu'elle soit, que ce soit sa couleur, ses préférences ou un avis justement différent du mien. Moi, j'ai des fiches avec mes animateurs, on leur dit, regardez, c'est pas parce que ton ami n'est pas d'accord avec toi que ça devient ton ennemi. Et ça, c'est quelque chose de primordial dans l'éducation citoyenne. Vous savez, ça va faire des adultes, en fait, qui vont être capables de discuter autour de souper, de sport ou de religion, ou, vous savez, des sujets tabous un peu qui fâchent en général. Mais justement, sans se crêper le chignon, en apprenant à écouter l'autre pour le comprendre et non pas pour répondre du tac au tac. Vous savez... Donc voilà, il y a aussi l'autocritique que nous travaillons dans le dialogue. Vous savez, être capable de s'autocritiquer, mais dans la bienveillance. Donc en fait, la bienveillance est centrale, hein, dans tous nos ateliers, parce que on apprend à être bienveillant avec soi-même, parce qu'on a le droit à l'erreur. Voyez-vous, et on a le droit d'avoir mal compris, on a le droit d'avoir eu peut-être des idées un peu négatives par rapport à mon voisin, à mon ami, à mon camarade de classe, et revenir dessus en me disant je m'étais trompée, je vais changer d'avis. Donc je pourrais poser la question, combien d'adultes sont capables réellement de le faire? Donc le défi est en fait dans toutes ces technicalités-là que nous travaillons pendant le dialogue des échanges philosophiques. En fait, on pourrait très bien appeler ça un débat, hein, un débat démocratique. C'est juste que le mot débat, je l'aime un peu moins parce qu'il est un peu à connotation négative. On n'a qu'à ouvrir notre télé, vous savez, et puis regarder les débats politiques, et puis voilà. Hein. Moi, je n'ai pas eu la chance d'assister à des débats très démocratiques en tant que tels. Je vois pas beaucoup d'écoute, je vois beaucoup je dois absolument imposer mon avis. Et nous, ce qu'on travaille avec les enfants depuis qu'ils sont tout petits, et même les grands, c'est justement ne pas imposer son idée, mais faire une recherche en commun d'idées ensemble. Et voilà. En fait, en lien avec votre réponse, ce que vous dites, c'est très intéressant. Comment résister à la polarisation sociale qui règne actuellement et continuer à rêver d'un monde meilleur? C'est une sacrée question, ça. Donc, en fait... d'abord, c'est sûr qu'en ce moment, on ressent énormément le racisme. On se dit, peut-être qu'il est en train de monter en force, l'intolérance de l'autre. D'abord, moi, je pense que c'est pas pire qu'avant. Je pense que c'est Will Smith qui avait dit le racisme n'a pas empiré, il est juste plus médiatisé, plus partagé dans les réseaux sociaux, etc. Je trouve qu'on résiste déjà très bien. Il y a plein de choses qui sont mises en place, les gens sont en train de se mobiliser, il y a plein de mouvements qui sont en émergence. Je pense que notre responsabilité à chacun, c'est de nous poser la question
qu'est-ce que je peux faire en fait pour faire ma part. Moi, comme vous l'avez décrit, je suis de plus en plus actrice, n'est-ce pas, d'un changement que j'aimerais voir. Et encore, je trouve que j'en fais peut-être pas assez. Mais je regarde parfois autour de moi et je me dis, il y a des gens qui me disent justement, ah, mais tu es très engagée, Daïla, tu es très active, c'est super. Mais en fait, on n'a pas forcément besoin d'être aussi actif. Est-ce que chacun peut se poser la question, qu'est-ce que je pourrais changer? Voilà. Est-ce que moi, parce que ce que j'entends aussi, c'est que le mal vient toujours de l'autre. Voilà. Les racistes, ce sont toujours les autres. Ceux qui sont intolérants, ce sont toujours les autres. Dans les autres aussi, il y a peut-être un peu de nous. Et il faudrait tout simplement, se questionner sur ce que je pourrais changer. Moi, ce que je remarque, vous savez, c'est beaucoup aussi une espèce de maltraitance. On manque de bienveillance dans notre société. Beaucoup, vous savez, en ce moment, on parle beaucoup d'élections, ça va être une année électorale, il se passe tout plein de choses. Je ne peux pas ne pas aborder ce sujet. Dernièrement, on a vu qu'il y avait des élus qui étaient réellement, qui jetaient l'éponge carrément, qui étaient découragés parce que ce sont des citoyens, je suis certaine, qui pensent qu'ils ont raison, mais ils vont réellement agresser l'élu en tant que tel dans sa personne et non pas dans ses décisions, vous savez. Et honnêtement, ces gens-là, tout le monde, je m'inclus, parce que moi aussi, c'est certain que je dois me tromper des fois. Nous devrions tous apprendre, et ça on l'apprend dans les ateliers de philosophie, nous devrions apprendre de discuter les idées et de ne pas attaquer la personne. En fait, on a énormément de défis. Mais pour revenir à un monde meilleur, écoutez, moi c'est sûr que j'aimerais terminer sur une touche positive parce que finalement on travaille là-dessus beaucoup au niveau des têtes bien faites. D'abord, tout ce qu'on observe, mes animateurs et moi sur le terrain, que ce soit chez les enfants de la maternelle jusqu'au secondaire ou chez les adultes, c'est que vraiment, la future génération est très très prometteuse et finalement, au cœur du vivre ensemble, moi j'ai adoré écouter tous vos invités. Déjà, Monsieur Barhoun, depuis le début, je pense qu'on a tous un point en commun, c'est qu'on travaille très fort pour le vivre ensemble et pour l'acceptation en général. Je nous invite à tous à persévérer finalement dans cette lancée-là, à continuer à tous être responsables. J'aimerais que tout le monde en fait se sente concerné. Voilà. Et face à son échelle, finalement, à son niveau, le changement positif, qu'il aimerait voir dans sa société. Tout à fait. Dalila Assefsaf, pédagogue, fondatrice et directrice générale de l'OBNL Les Têtes Bien Faites. Merci, au plaisir. Merci infiniment, bonne journée. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baron, en direct du 102.3 FM. C'est la fin de notre émission. Moi, Mohamed Baron, je vous salue et je vous dis merci de votre écoute. Merci à Ronedi, à la régie. Merci à notre recherchiste Ouda. Au plaisir de vous recevoir la semaine prochaine. Au plaisir.